monde voudrait être Paris. Quasiment toutes les villes du monde voudraient être Paris. Berlin a adopté un parti diamétralement opposé à Paris, et puis alors autrement plus moderne. L'une des plus anciennes capitales du continent européen et l'une des plus récentes. Paris et Berlin se sont affrontées. Elles se sont réconciliées, se sont influencées et ont écrit ensemble une histoire tumultueuse. Cette compétition a changé le visage des deux capitales et a contribué à construire les deux villes d'aujourd'hui. Voici comment, en 4 siècles, Paris et Berlin ont grandi face à face. L'idée c'était, cette ville est un Eldorado, tu peux te forger une carrière là-bas. Haussmann, c'est le chirurgien fou. C'est un réseau, Haussmann, c'est pas des immeubles autour des rues, c'est tout un système très très intelligent, très puissant, très pensé. Berlin, en 1940, c'est la ville la plus dense dans le monde. Un de mes amis m'a dit, à Berlin, on peut encore construire le futur, alors qu'à Paris, tout est déjà construit. « 2 500 000 morts et 4 millions de blessés. L'Allemagne a sacrifié à la Première Guerre mondiale une génération entière. Les termes de l'armistice, signés dans un wagon dans la forêt de Compiègne, lui sont terriblement défavorables. Le régime politique qui a mené l'Allemagne à la défaite est totalement discrédité. En raison de la défaite de l'Allemagne, la génération qui a dû faire la guerre après 1918 revient avec un sentiment de dégoût vis-à-vis de l'ancien système politique et culturel. Ils sont désespérément à la recherche d'un autre modèle. L'Empire s'effondre et Guillaume II part en exil aux Pays-Bas. La République parlementaire est aussitôt proclamée devant le Reichstag par Philipp Scheidemann. Le même jour, Karl Liebknecht proclame la République spartakiste d'inspiration bolchevique. Comme à Paris en 1871, la guerre civile éclate dans le Berlin ruiné de 1918. Spartakistes contre partisans de la République parlementaire. Les militaires écrasent les révolutionnaires. Et la Nouvelle République naît dans un bain de sang. Le fait que l'aristocratie perde ses privilèges et que naisse une société sans classe était censé s'incarner dans les formes architecturales. Sitôt après la guerre, Berlin cherche ses nouvelles formes avec le mouvement de l'expressionnisme allemand. La tour Einstein à Potsdam en est la première concrétisation en architecture. L'architecture expressionniste, c'est une référence aux formes organiques de la nature. On voulait éviter à tout prix de reproduire les formes de l'architecture conventionnelle et on cherchait l'inspiration dans la nature. L'auteur de la tour Einstein, Erich Mendelsohn, fait partie d'un mouvement qui va révolutionner l'architecture du XXe siècle. De nombreux bâtiments aux formes inédites vont naître de ce besoin de rupture. Le Shell House d'Emil Fahrenkamp, c'est un des immeubles de bureaux les plus célèbres de la République de Weimar. Sa réputation vient de sa façade ondulée, aux nombreuses variations de niveaux.
ce qui fait que la surface de ce bâtiment ressemble à un tissu ou un drapeau, et cela crée une relation avec l'eau du canal devant le bâtiment. Le siège de la radio et télévision publique, autre star du Berlin de l'entre-deux-guerres. L'espoir, c'était que grâce à de telles formes, c'est-à-dire grâce à une architecture performante, on pourrait inciter les gens à vivre ensemble d'une nouvelle façon. De ce besoin d'une ville nouvelle va également découler une architecture fonctionnelle et géométrique. Les villas de Berlin en sont le laboratoire. Ce qui est radical dans ces villas des années 20, ce sont de nouvelles solutions pour l'organisation de l'espace. C'est-à-dire ne plus voir le plan comme une addition de pièces, mais comme un espace fluide, ouvert, un continuum. Quand on regarde la maison Lemke de Mies van der Rohe, les pièces forment un angle et sont équipées de grandes baies vitrées, de façon à ce que la terrasse, qui est ainsi délimitée, forme une sorte de troisième pièce à vivre, à ciel ouvert. Et là, il est très clair que l'objectif, c'est de mêler l'espace intérieur et l'espace extérieur. Inviter la nature au cœur de la ville. Cette idée est immédiatement reprise pour le logement social, avec les Siedlung, les cités du modernisme. L'une des plus célèbres, la cité du fer à cheval, est un vaste espace collectif censé favoriser une vie harmonieuse en communauté. Le modèle exactement contraire des fameuses Mietskasernen, les casernes à loyer du 19e siècle. Cette ville industrielle extrêmement dense, avec ses casernes à loyer insupportables, cette ville insalubre, on veut la décentraliser pour créer un nouveau rapport beaucoup plus symbiotique entre la ville et la campagne. Bruno Taut, le grand théoricien et architecte des cités modernistes de Berlin. Pendant la guerre de 14, il écrit un manifeste dans lequel il annonce la naissance d'un nouveau modèle urbain. Quand on voit cette couverture, on a en haut des casernes à loyer qui sont dynamitées et qui tombent comme ça dans un paysage en bas qui va les remplacer. Finalement, c'est un paysage où il y a des maisons individuelles et où on a des équipements culturels pour cimenter finalement cette nouvelle société. Donc maintenant, on ne se contente pas de légèrement transformer la ville. Maintenant, on veut carrément la remplacer par une nouvelle ville, par une nouvelle idée de la ville. Dans le Berlin des années 20 et sa succession de crises économiques, les modernistes n'ont pas le droit à l'erreur. Leurs réalisations sont donc tout à la fois très ambitieuses, très inventives, très soucieuses du détail, mais aussi très économes. Dans les années 20, les architectes comme Bruno Taut ont essayé d'évaluer ce qui était nécessaire de manière très scientifique, jusqu'à la question de savoir combien de mètres cubes doit avoir une chambre pour que l'air puisse se renouveler et pour que les conditions soient bénéfiques au repos. Et c'est un facteur essentiel. Ça peut paraître marginal au niveau d'un appartement, mais si on planifie des milliers d'appartements et on gaspille ne serait-ce qu'un mètre carré dans chacun d'entre eux, ceci a des répercussions considérables sur le coût. On se prive de la possibilité d'investir cet argent dans une construction supplémentaire. C'est ainsi que 140 000 logements sont réalisés à Berlin en seulement 6 ans, entre 1924 et 1930. La case de l'oncle Tom est l'une des dernières cités terminées. Personne n'était censé être désavantagé. Tous les habitants devaient avoir les mêmes droits et le même accès au confort, c'est-à-dire à la lumière, à l'air, au soleil et à la nature.
Ceci peut nous paraître acquis aujourd'hui, mais quand on pense encore une fois aux casernes à loyer du 19e siècle, en comparaison, on voit jusqu'à quel point cette amélioration des conditions de vie était nécessaire du point de vue de la santé et de l'hygiène. Cette architecture, qui devrait faire l'unanimité, est pourtant l'enjeu d'une véritable bataille. Deux camps s'affrontent dans le Berlin des années 20. D'un côté, Bruno Taut et son ami Martin Wagner, qui dirigent l'urbanisme de Berlin. Walter Gropius, le directeur du Bauhaus. Ou encore Mies van der Rohe. Ils ont fondé l'association Der Ring, l'anneau, qui défend une architecture moderniste et fonctionnelle. L'architecture dite des toits plats. Face à eux, l'association Der Block, le bloc, conduite par Paul Schmittener, qui prend pour modèle la maison de Goethe, à Weimar. Parmi ces architectes traditionnalistes, un jeune homme de 25 ans, Albert Speer, qui deviendra bientôt l'architecte d'Hitler. Toit plat contre toit pointu. Ici, les deux groupes sont face à face. C'est l'épisode de la guerre des toits. Ce sont deux types de belles maisons, et de maisons confortables. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'imaginer qu'on leur attribuait un tel contenu idéologique. Que les toits pointus ont été vus comme allemands et politiquement corrects, et les toits plats anti-allemands, étrangers et faux. Et qu'après 1933, on n'avait plus le droit de construire ainsi. Les toits plats seront qualifiés par les nazis de toits communistes. Aucun immeuble d'habitation ne sera, après leur arrivée au pouvoir, construit de cette façon. Le projet des architectes modernistes n'a eu que peu d'années pour s'épanouir, entre crise économique et troubles politiques. Mais dans cette courte période de temps, il est tout de même parvenu à changer le paysage de Berlin, jusqu'à investir le domaine réservé de ses habitants les plus fortunés. « 2 kilomètres de plage. De façon ironique, juste en face du lotissement de Wannsee. De l'autre côté, il y a les villas. » Les villas de Wannsee, les plus belles et les plus chères de Berlin. La plage se trouve en vis-à-vis et accueille des familles modestes qui n'avaient jusqu'ici aucun moyen de quitter, même le temps d'une journée, le Berlin industriel. Quand on regarde la structure de ce bâtiment, c'est une machine de récréation, capable d'accueillir 1 million de personnes par an. La plage de Wannsee fonctionne à partir de 1927 et c'est un grand succès populaire. Mais cette politique urbaine s'essouffle avec une nouvelle crise économique qui touche l'Allemagne 3 ans plus tard. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial, l'héritage des cités modernistes de Berlin est une expérience urbaine remarquable. Mais les enjeux de cette époque étaient immenses. Et les forces de la République de Weimar étaient comptées. Au même moment, alors que Berlin est en train de réinventer la ville, Paris atteint son pic de population, 2 850 000 habitants. Plus que jamais, la ville souffre de surdensité et la tuberculose y fait des centaines de victimes chaque année. C'est dans ce contexte qu'un jeune architecte ambitionne de révolutionner la capitale. Le Corbusier s'associe à un industriel de l'automobile, Gabriel Voisin, et imagine 26 immeubles de bureaux de forme cruciforme au cœur de Paris. Le Corbusier fait un grand coup et dit l'urbanisme moderne, c'est ça. Haussmann a créé le Paris du 19e siècle. Le Corbusier veut adapter la ville aux défis du 20e siècle, c'est-à-dire à l'essor du tertiaire
et à celui de la circulation automobile. Donc le plan voisin, c'est le plan d'un jeune architecte qui donne au fond un coup de semonce au débat en disant « Mais attendez, il ne s'agit pas de savoir si les rues doivent être un peu plus larges, les immeubles un peu plus hauts, si vous voulez un peu plus ou un peu moins de décor, si les voitures doivent être comme ci ou comme ça. Il faut supprimer tout ce que vous avez connu et on va passer à une autre dimension. Et dans cette autre dimension, on va construire des immeubles de très grande hauteur, on va les écarter les uns des autres pour qu'il y ait beaucoup de lumière dans la ville. » À l'époque, évidemment, c'est un choc terrible. Et le plan voisin, avec ses maquettes, avec ses tours en forme de croix, il l'installe en rasant une grande partie du quartier du Marais et des Halles actuelles, et en ne gardant des monuments du vieux Paris que des objets un peu qui sont comme des colifichets. Alors sur le plan voisin, on devine le Louvre, les Tuileries, l'Hôtel de Ville, qui sont des petites choses le long de la Seine, et puis les deux portes de Louis XIV, la porte Saint-Denis, la porte Saint-Martin, qui se retrouvent dans une immense place, agora ou forum, comme on ferait aujourd'hui dans une ville nouvelle, et qui sont évidemment hors d'échelle et qui deviennent des choses sans objet. Le Corbusier écrit, évidemment, ça n'est pas un projet destiné à voir le jour dans les années qui viennent, c'est une proposition qui doit être en mesure d'élever le débat à un niveau conforme à l'époque. Et Le Corbusier n'est pas le seul à réfléchir à une architecture différente. Robert Mallet-Stevens, par exemple, crée de véritables sculptures par un assemblage savant de volumes géométriques. Il a même le privilège d'aménager sa propre ruelle, dans le 16e arrondissement. Un style raffiné, à mi-chemin entre le grand goût français et les nouvelles formes de la modernité. Mais Mallet-Stevens ne construit pas à grande échelle, comme les architectes modernes le font à la même époque, à Berlin. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Paris loupe le coche de la modernité. Jusqu'à l'avant-guerre, Paris est une ville moderne. Et la guerre, qui avait montré le visage hyper industriel de la civilisation occidentale, avait incité au renouvellement des formes. C'est l'une des rares choses positives qu'on peut trouver à cette espèce de massacre, de ce suicide collectif de l'Europe. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe à côté alors qu'on ne méconnaît pas la modernité. C'est vraiment un choix, ce qui prouve bien le retard que prend Paris à partir de cette époque-là. Les créateurs sont là, mais la volonté politique n'existe pas. Alors que s'achèvent les années 20, il est déjà trop tard pour rattraper le temps perdu. « 10 mai 1933, c'est la nuit du grand autodafé nazi. Sur le forum Frédéricianum, devant la bibliothèque de Frédéric le Grand, 20 000 ouvrages sont jetés au feu. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. À Berlin, ce soir-là, la modernité des années 20 trouve son épilogue. Bruno Taut, l'inventeur des cités modernistes, a déjà pris le chemin de l'exil. Martin Wagner, le responsable de l'urbanisme berlinois, quitte le pays. Walter Gropius, dont le nom est associé à cette architecture non allemande, s'installe aux États-Unis, tout comme Mies van der Rohe. Quant à Erich Mendelsohn, il se réfugie dès 1933 en Angleterre. Mais l'un de ses plus proches collaborateurs, Ernst Zagebiel, devient le premier grand architecte du Troisième Reich. Tout ce qu'il a appris avec Mendelsohn, il le réutilise pour la conception de Tempelhof, qui sera avant-guerre le plus grand aéroport du monde. L'aéroport de Tempelhof vise l'espace aérien du monde entier.
Et ceci a un lien avec les fantasmes de domination de la terre entière par les élites nazies de cette époque. Tempelhof, un projet voulu par Göring, le ministre de l'aviation du Reich, qui commande également à Zaguebil son ministère. De l'extérieur, le ministère de l'Aviation donne l'impression d'une forteresse. Mais une fois à l'intérieur, quand on a dépassé le grand hall d'entrée, dans les escaliers et les étages, tout est ultra moderne. Un nouveau ministère pour un nouveau moyen de transport et une arme nouvelle, même si à l'époque on prétendait encore qu'on ne voulait pas faire la guerre. À l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces métalliques, comme les rampes d'escalier ou l'encadrement des fenêtres, sont en aluminium. Le métal le plus léger, le métal de l'aviation, l'arme suprême de la Nouvelle-Allemagne. Et puis, il y a le stade olympique de 1936, où Berlin donne au monde entier un avant-goût de ses grands projets d'urbanisme. Ce qui est caractéristique du stade olympique, c'est que l'on se trouve devant ces formes très classiques, comme si on était devant un grand colisée. Les plans du stade olympique sont dessinés avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Ils sont ensuite corrigés à sa demande par Albert Speer, l'homme qui deviendra bientôt le premier architecte du Troisième Reich. Son style est à la fois classique et monumental. Et il est parfaitement adapté aux besoins de grandeur d'un régime totalitaire. Drancy, 1934. 10 ans après les cités modernistes de Berlin, Paris relève le défi du logement social. En pleine campagne, à 12 km de la capitale, Eugène Baudouin et Marcel Lotz se lancent dans un grand chantier novateur. Des dalles préfabriquées, des murs préfabriqués, des cloisons préfabriquées. Tout est préfabriqué à côté et monté à sec. Donc ça fait un chantier très rapide, ultra moderne. Il y a aussi l'idée du Palais Royal à Paris. Des logements bourgeois autour d'un grand jardin, dans une grande cour très allongée et fermée, complètement fermée. Drancy, c'est 1000 logements, mais ces 1000 logements étaient le prototype de milliers d'autres. 5 tours sont également construites quand le projet s'arrête brusquement en 1938. Le chantier est presque fini quand la crise intervient et le ministère donc, des Finances coupe les crédits en plein chantier. Pas de transport en commun, pas de locataires, des bâtiments vides. Donc l'armée les occupe et le destin affreux de Drancy, c'est que l'armée va décider de faire de cette grande cour, pas fermée, pas complètement fermée, puisque le 4e côté n'était pas achevé, de faire de cette grande cour un camp de concentration. La cité de la Muette à Drancy se voyait comme le premier grand ensemble de banlieue parisienne. Une véritable promesse de progrès pour les classes populaires à cette époque. Mais elle devient, pour 67 000 Juifs de France, la porte de l'enfer. De ce lieu d'internement, ils sont ensuite, pour la plupart, envoyés vers les camps de la mort. Après-guerre, on a tout rebadigeonné, aménagé les logements, planté le terre-plein central. Et le passé, on a effacé toute trace du passé dans un premier temps. C'est un sombre concours de circonstances qui a conduit la cité de la Muette à connaître un sort si terrible. Mais il n'empêche, l'expérience de Drancy, qui devait ouvrir la voie à un logement social de qualité, sera pour tous synonyme d'échec et d'enfermement.
23 juin 1940. La veille, Hitler a contraint la France à un armistice humiliant. Il est 5h30 lorsque son avion atterrit à l'aéroport du Bourget. C'est sa première visite dans la capitale française. Avec lui, il y a entre autres Albert Speer, son architecte. Celui-ci l'interroge. Pourquoi ne pas détruire Paris? Quand ma capitale sera construite, lui répond Hitler, cette ville ne sera qu'une ombre. Paris sera son modèle. Le modèle à surpasser. L'opéra, par exemple, dont Hitler admire l'escalier monumental. Göring en commande aussitôt une copie en plus grand pour l'état-major des armées à Berlin. Hitler se rend également aux Invalides et se recueille devant le cercueil de Napoléon, comme Napoléon s'était recueilli devant celui de Frédéric le Grand lors de sa conquête de la Prusse en 1806. Le soir même, il ordonne à toutes les administrations du Reich de soutenir Albert Speer. Objectif, la construction de la future capitale du monde, Germania. Qui parmi ceux qui ont fait les plans de Germania avait une relation avec cette ville? Je suis persuadé qu'aucun d'entre eux n'aimait Berlin. Hitler considère Haussmann comme le plus grand urbaniste de l'histoire. Il espère que Speer fera mieux, en plus grand. Germania doit littéralement effacer le vieux Berlin. À sa place, Speer imagine deux grands axes, au croisement desquels se trouve le centre du pouvoir et symboliquement le centre du monde. Le Grand Dôme, 320 mètres de haut, il peut accueillir 180 000 personnes. On a simulé l'espace intérieur de ce dôme, de ce fameux dôme, qui était donc la multiplication du Panthéon de Paris. Et on s'est aperçu que l'espace était tellement énorme que la foule n'aurait même pas perçu le Führer au milieu de ce dôme. Aux côtés du Grand Dôme se trouve la nouvelle chancellerie, l'état-major des armées, ainsi que le palais personnel d'Hitler. Albert Speer veut détruire le vieux Reichstag, mais Hitler s'y oppose. En comparaison des nouveaux monuments de Germania, il aurait offert au sein de cette immense place une idée de la vieille Allemagne. Tout dans Germania n'est que disproportion. L'axe nord-sud s'ouvre ainsi sur le plus grand arc de triomphe de l'histoire, plus de 2 fois celui de Paris. Et l'avenue monumentale qui conduit au Dôme est 2 fois plus large que les Champs-Élysées. L'axe nord-sud. Speer n'a rien bâti, mais il a tout détruit sur son tracé. Le futur arc de triomphe était à l'étude. Cet énorme cylindre de béton de 13 000 tonnes devait évaluer la résistance des sols au poids d'une telle construction. Le cylindre s'est enfoncé. L'arc de triomphe n'aurait sans doute pas pu tenir très longtemps. À cet endroit, il y avait des maisons et des gens qui habitaient dedans. Ces gens-là gênaient et il fallait un plan pour les déplacer. Et c'est alors que l'on a mis la main sur les grands appartements juifs. C'est une expression affreuse, mais elle a vraiment été utilisée comme ça à l'époque. Les grands appartements juifs.
Dans le plan de Speer pour la capitale du monde, Germania, qui a l'air à première vue d'une formalité, on trouve implicitement le début de la déportation. 50 000 appartements sont réquisitionnés pour les travaux d'Albert Speer. Pour reloger leurs occupants, 70 000 Juifs de Berlin sont expulsés de leurs appartements. Ils sont déportés et en grande majorité assassinés. Pendant ce temps, on développe des explosifs toujours plus puissants pour détruire le vieux Berlin, alors même que les bombardements alliés se font de plus en plus intenses. Hitler voulait une capitale qui surpasse Paris. En 1945, Berlin est une ville en cendres. De Germania, il ne reste le long de l'axe Est-Ouest que les lampadaires de Speer. Et le seul bâtiment de Germania qui ait été achevé, aujourd'hui baptisé Ernst Reuter Haus, un bâtiment qui devait accueillir la maison des communes du Troisième Reich. Et puis les noms de ces milliers de Berlinois d'origine juive, qui payèrent de leur vie l'utopie meurtrière d'Hitler. À l'emplacement précis du centre du monde a été bâti le monument de l'armée soviétique, en l'honneur de ses 81 000 soldats tombés lors de la prise de Berlin. Le point final du cauchemar de Germania. 450 000 tonnes de bombes se sont abattues sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. À peu près la moitié de ce qui était construit a été détruit. Dans certains quartiers, des rues entières n'existaient plus. La vieille ville hyper dense, elle n'existe plus, elle est effacée. C'est une ville perforée. C'est la condition parfaite pour un architecte moderne qui veut justement changer la structure même de la ville historique. 1945. L'architecte Hans Scharoun, qui a travaillé avec Bruno Taut avant la guerre, devient directeur de l'urbanisme de la ville de Berlin. Après les destructions par les bombes et en regardant la topographie de Berlin, Hans Scharoun se dit « Ce serait une bonne idée de prendre cette forme de l'Aspree, cette boucle, et de réorienter toute la ville le long de cette forme. » Scharoun veut profiter des destructions pour inventer une ville totalement nouvelle. Et sa démarche rappelle très exactement celle du plan conçu par Le Corbusier en 1927 pour la ville de Paris. Même méthode. On se débarrasse de la ville ancienne, mis à part quelques monuments emblématiques, et on la remplace par une ville moderne. Son intention de redessiner totalement les rues aurait ignoré le fait qu'une grande partie de l'infrastructure de Berlin était encore intacte après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire tout ce qui était souterrain, le gaz, l'eau, l'électricité, tout cela était à peine endommagé. Et ceci est une ressource, un potentiel, qu'on ne pouvait pas ignorer vu la situation économique après la guerre. L'utopie de Hans Scharoun n'a donc aucune chance d'aboutir. D'autant qu'en 1949, les Soviétiques imposent un blocus au secteur occidental de Berlin. Les avions américains, par un pont aérien, parviennent à ravitailler la ville. Mais il est clair désormais qu'elle sera divisée, à l'image de toute l'Allemagne, qui se scinde alors en deux pays. Deux Allemagnes, deux villes de Berlin, deux conceptions du monde. Et donc, deux urbanismes. La RDA est la première à proposer son modèle, avec la Stalinallee, plus tard rebaptisée Karl-Marx-Allee.
ces architectes sont allés à Moscou et ont reçu l'instruction de se conformer à un style socialiste qui aura désormais cours partout en Europe de l'Est. Pourtant, la Stalinallee n'a pas pour seule référence les grandes avenues de Moscou. Car le regard des architectes berlinois est une fois de plus tourné vers Paris. Le modèle auquel la Stalinallee ressemble le plus, et on voit ça très clairement sur les images aériennes, c'est l'avenue Foch. Dans la Stalinallee, il n'y a pas d'hôtel particulier. Tout est plus petit, mais ces habitations sont pour les pauvres. Ce sont des palais pour le peuple. La Stalinallee reprend le tracé d'une ancienne grande avenue de Berlin, la Frankfurter Allee, qui a été totalement détruite par la guerre. En RDA, la propriété privée est abolie et l'État n'a aucun besoin d'indemniser les anciens propriétaires. Les travaux peuvent donc progresser rapidement. D'autant que les autorités font appel à la population pour ramasser les débris des bombardements. Et les anciennes briques sont réutilisées pour construire les nouveaux bâtiments. Ceux qui aidaient à faire le terrassement, on leur donnait en échange des certificats qui attestaient de leur travail. Et ces certificats, on les collait dans un album. Et quand l'album était complet, on pouvait participer à une tombola pour se voir attribuer un de ces logements. Et ces logements offrent un confort exceptionnel dans les années d'après-guerre. Les plus petits font 64 mètres carrés, mais il y a aussi de grands appartements pour les grandes familles. D'un autre côté, la RDA a très tôt instauré des mesures répressives en réaction à toute déviation. Elle a obligé les gens à se porter volontaires, pour ceux qui étaient capables de travailler. Les cadences imposées par le régime pour construire les nouveaux immeubles sont insoutenables. Et les ouvriers se révoltent le 16 juin 1953. 50 personnes perdent la vie dans ces manifestations. Pour la première fois depuis la guerre, on a senti que ce nouvel État allait nous coûter cher. La construction de la Stalinallee va également avoir un effet inattendu sur un monument emblématique de la ville. À l'ouest de l'avenue se trouve en effet le vieux château. Construit au XVIIe siècle et sans cesse modifié depuis, il regarde vers l'ouest et tourne donc le dos à Berlin-Est et à sa nouvelle avenue monumentale. Très endommagé pendant la guerre, la RDA choisit de le démolir. Tout disparaît, à l'exception du portique du château, d'où Karl Liebknecht proclama en 1918 la République spartakiste. Sauvé de la destruction, il est intégré au nouveau Conseil d'État, que l'on construit à proximité. Cinq ans plus tard, à l'autre bout de la ville, Berlin-Ouest répond à Berlin-Est en invitant 53 architectes occidentaux et en mettant à leur disposition un quartier entier, le Hansa-Viertel. Le quartier de la Hansa est un lotissement dispersé au milieu d'un parc. Et aujourd'hui, vu que les arbres ont poussé, il semble être construit librement à travers le grand parc du Tiergarten. Donc, du point de vue urbain, c'est le contraire de la Stalinallee, avec ses blocs de logements qui longent la rue de manière très disciplinée. Le Hansa-Viertel est un ancien quartier juif, totalement détruit par les bombardements alliés. 36 bâtiments modernes y sont construits librement, dans un espace de 18 hectares. Des bâtiments de toute taille et de toute catégorie. Des grandes barres de 16 étages, des petits immeubles,
et même des ensembles de maisons particulières. La Stalinallee serait une musique soutenue et la Hansa Virtel, c'est le swing. Pour bien comprendre, le mieux c'est d'écouter les paroles du paysagiste qui inaugure l'exposition. C'est léger, c'est lumineux, c'est confortable, festif, coloré, resplendissant, sécurisant. On pourrait l'interpréter comme un symbole de diversité. La diversité de la démocratie, avec la coexistence de plusieurs propositions. Il n'y a pas d'homogénéité imposée. On peut peut-être appeler cela un modèle démocratique. Le Corbusier, lui aussi, participe à cette grande exposition, avec l'une de ses fameuses unités d'habitation. Tous les bâtiments sont achevés à l'été 1961. Berlin a désormais deux visages. Le mur est construit quelques semaines plus tard. Il en sera désormais la frontière. Même époque à Paris. Ici aussi on construit un mur, mais c'est un mur d'automobile. Son origine remonte à 1840, lorsque Paris s'est barricadé derrière une enceinte de 34 km de long. Une enceinte qui n'a pas empêché l'armée allemande, en 1870, de bombarder Paris. Et une enceinte au pied de laquelle s'est installée la zone, un immense bidonville qui encercle la capitale. Un bidonville qui n'a pas disparu quand en 1918, l'enceinte a été abattue et qu'à sa place a été construite une couronne de logements ouvriers. Et il faudra attendre le régime de Vichy pour que l'autorité frelatée de l'État français se manifeste dans l'expulsion des zoniers. C'est-à-dire, c'est grosso modo le pire qui chasse le pire. À l'emplacement de la zone était prévu avant la guerre d'aménager une ceinture verte qui aurait fait le tour de Paris. Mais quand les derniers habitants du bidonville finissent par partir, l'automobile est reine. La ceinture verte est donc remplacée par le périphérique, une autoroute circulaire de 34 km autour de Paris. Ce que ça veut dire sur Paris, ça veut dire que Paris ne peut pas s'émanciper de sa forme. C'est la seule ville moderne au monde qui soit enfermée dans des limites vieilles de presque 2 siècles. Pour la pensée urbaine, c'est un échec. Pour les pays d'Europe, c'est incompréhensible. Aucun pays qui a un urbanisme moderne ne comprend cette chose-là. À quoi ça rime d'aller faire un anneau de petits vermicelles tout autour des boulevards des Maréchaux? Et c'est seulement une fois qu'on aura vaincu, effacé, gommé cette frontière visuelle qu'on pourra s'attaquer à cette psychologie archaïque selon laquelle on est parisien qu'en dedans et qu'au-delà, on n'est jamais qu'un forain, voire un forban. Ce mur d'automobile est un mur supplémentaire, dans une ville qui en a connu plusieurs dans son histoire. Cela explique aujourd'hui la densité extraordinaire de son urbanisme et de sa population. Avec 20 000 habitants au kilomètre carré, Paris se situe au premier rang des villes européennes et dans les toutes premières au niveau mondial. Tout le contraire de Berlin, où les tragédies du XXe siècle vont finalement construire un modèle urbain opposé. Un modèle de faible densité et de plus grande liberté.
Berlin-Ouest, après la construction du mur, en 1961, perd au cours des années 60 10% de sa population. En Asie, Siemens qui déménage à Munich, Francfort qui devient le centre financier, et Stuttgart, Munich, etc., des pôles industriels. Et donc, Berlin-Ouest rencontre de la décroissance à la fois économique et démographique. Berlin est trop libre. Il y a trop d'espace libre, parce que beaucoup de personnes sont mortes à la guerre. Après la construction du mur, beaucoup de personnes ont quitté Berlin-Ouest. Du coup, il y a des logements vides et pas chers. Avant-guerre, Berlin, capitale industrielle de l'Allemagne, battait tous les records en matière de population. Les Mietskasernen, ces logements ouvriers, étaient réputés pour leur surdensité et leur insalubrité. Mais une fois vidés de leurs occupants, ils vont s'avérer pleins de potentialités. Ce qui était une prison pour des millions d'ouvriers devient un terrain d'expérimentation pour la nouvelle génération. De grandes parties du quartier de Kreuzberg étaient censées disparaître au profit d'une autoroute et de logements sociaux modernes. Et ces jeunes gens, au cours des années 70, squattaient les bâtiments qui étaient voués à la destruction pour y tester leur nouveau mode de vie alternatif. On a découvert que cette ancienne architecture, avec ses plans très variés et la grande taille des appartements bourgeois, ainsi que les anciens espaces industriels dans les cours, offraient des possibilités considérables. Cette scène alternative, elle s'est appropriée les casernes à loyer que la politique officielle voulait raser pour les remplacer par donc des lotissements. Et dans le même temps, ils ont procédé à une réparation douce de ces casernes à loyer. Finalement, le recyclage, il commence à ce moment-là, le recyclage de la ville. On ne veut plus raser la ville pour la remplacer, mais on veut reconstruire la ville sur elle-même, point par point. La redécouverte des Mietskasernen marque la première étape de la Renaissance de Berlin. La seconde, c'est la chute du mur, le 9 novembre 1989. Le mur qui occupe un immense espace qu'il faut maintenant combler pour reconstruire le centre d'une ville réunifiée. C'était une situation très particulière. On est dans une des plus grandes villes de l'Europe et on a des friches au sein de la ville. L'idée, c'est de reconstruire Berlin en tant qu'une ville européenne normale. Bien évidemment, le modèle, c'est à nouveau, c'est Paris, avec sa suite magnifique de places, de rues et d'îlots. Et c'était cette idée-là. Un an après la chute du mur, Berlin devient la capitale de la Nouvelle-Allemagne. Et une partie des espaces abandonnés, lorsque la ville était divisée, est investie par les bâtiments officiels du nouvel État. Berlin se transforme alors en un immense chantier, le plus important d'Europe. Un chantier qui, 25 ans plus tard, n'est toujours pas terminé. On reconstruit même le vieux château, démoli en 1952. Le château qui incarnait le royaume de Prusse depuis le début du XVIIIe siècle. Le palais de la République, construit à sa place par la RDA, est détruit à son tour. Et on édifie au même endroit la réplique du château disparu, pour marquer le cœur du nouveau Berlin. Mais cette ville immense peut-elle seulement avoir un centre? Berlin en a plusieurs. On a parlé à son propos de ville-archipel. Et son histoire tourmentée au XXe siècle a rendu encore plus complexe sa géographie.
S'il y a un lieu, bien plus que le vieux château reconstruit, qui incarne cette identité plurielle et tumultueuse, ce pourrait être le Teufelsberg, la colline du diable. Une colline aujourd'hui occupée par les alternatives de Berlin. Une colline artificielle, faite des débris du Berlin de 1945. On a identifié une très grande surface à cet endroit. Une surface qui se prêtait plus que tout autre à recevoir des débris de la ville. Et c'est la raison pour laquelle le Teufelsberg est devenu si haut. Il y a toute une topographie de collines de débris à Berlin. Je pense que l'on en a 24. Et tout cela, ce sont des maisons détruites. Une fois que la colline de Teufelsberg a été terminée, les Anglais et les Américains n'ont pas tardé à comprendre que ce spot élevé était idéal pour l'espionnage. Et c'est ainsi qu'ils ont aménagé dans les années 70 leur station d'écoute. Ces bâtiments qui ressemblent à des champignons datent de cette époque. Ça peut vous paraître absurde, mais le Teufelsberg est un emblème pour la ville, au même degré que la tour de la télévision ou la porte de Brandebourg. Aujourd'hui, le territoire de Berlin est 8 fois plus grand que celui de Paris. Et sa densité de population est 5 fois moindre que celle de la capitale française. Si Berlin, au cours de l'histoire, a tout fait pour devenir Paris, elle a finalement échoué. Mais ce faisant, elle a inventé un contre-modèle, celui d'une ville moderne, marquée par les tragédies de l'histoire, mais qui s'est montrée capable de se réinventer.